Du coup, dans cette présentation, je vais introduire Kafka Connect, ses concepts, son architecture, et on va aller un petit peu plus loin en voyant aussi comment on l'utilise au quotidien chez Advise. Et on va créer ensemble du coup un data pipeline du début jusqu'à la fin pour essayer de voir du coup, dans un cas un peu concret, comment on peut l'utiliser. Je me présente rapidement, je m'appelle Jocelyn, je suis nantais, je travaille pour Advise à Nantes. Je travaille dans la data depuis 2010 et j'ai un Twitter aussi. Donc si vous voulez m'envoyer des petits messages pour poser des questions sur Kafka ou Kafka Connect, surtout, n'hésitez pas. Rapidement, je vais rappeler ce que c'est que Apache Kafka. Est-ce qu'il y en a dans la salle du coup qui connaissent déjà Apache Kafka? Vous pouvez peut-être lever la main. Ok, cool. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi en production? Un petit peu moins, mais il y a quand même pas mal de personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais réintroduire. Alors ça risque d'être dense pour ceux qui ne connaissent pas. Kafka, si on regarde dans la doc, c'est une plateforme de streaming distribuée. En général, j'aime bien présenter un petit exemple pour décrire. Je prends l'exemple d'e-retail qui est assez concret. Dans une architecture microservice, vous allez avoir plusieurs services qui vont souvent émettre des événements. En particulier, si vous êtes dans le cadre du retail, vous allez avoir un microservice, par exemple, qui va gérer les achats. C'est lui qui va savoir si un client vient d'acheter un produit. Il va y avoir aussi un service qui va gérer tous les envois, les livraisons. Et vous allez avoir aussi des services qui vont gérer, par exemple, le catalogue produit, les nouvelles offres, les réductions, les promotions, etc. Tous ces services-là vont produire des événements dans Kafka. Et derrière, il va y avoir d'autres microservices ou applications qui vont pouvoir les consommer en temps réel. Vous allez avoir typiquement le cas du coup d'un système de détection de fraude qui va pouvoir analyser en temps réel les achats et savoir détecter, OK, est-ce que cet achat semble frauduleux ou pas. On va pouvoir avoir aussi un service qui va pouvoir se dire, étudier les fluctuations de stock et va pouvoir du coup faire un approvisionnement s'il y a besoin. Si on générifie un peu, ça va donner ce graphe-là. Donc on va avoir du coup tous vos microservices qui vont produire des données dans Kafka et des microservices ou applications qui vont pouvoir les consommer. Le gros intérêt de Kafka et ce qui le différencie, on va dire, des systèmes de messaging queue classiques tel un RabbitMQ, c'est que les données sont vraiment stockées sur le disque. Ils sont stockés dans ce qu'on appelle du coup des topics. Donc le topic est pour Kafka un peu ce qu'une table serait pour une base de données. Le fait qu'il soit stocké réellement sur le disque va permettre en fait aux consommateurs de pouvoir les lire à la vitesse qu'ils souhaitent. Donc là, typiquement, on aurait du coup 3 consommateurs. On peut imaginer un consommateur qui va se connecter, qui va se lancer à minuit, puis qui va lire toutes les données de la veille. Un autre consommateur qui va se lancer, qui va lire par exemple 100 messages, et puis après, pour X ou Y raison, qui va vouloir relire ces 100 nouveaux messages. Et un dernier consommateur qui, lui, va pouvoir juste lire au fur et à mesure. Kafka a déjà fait ses preuves en production, c'est utilisé par énormément de sociétés, en particulier les plus grosses, dans les architectures microservices, et c'est capable d'absorber une charge énorme, et c'est scalable un peu à l'infini. Par exemple, chez LinkedIn, ils absorbent des milliards de messages par jour. Hop. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus particulièrement Kafka Connect. Alors du coup, pour définir ce que c'est Kafka Connect, je vais remonter la slide que vous avez vue tout à l'heure. En fait, on a 4 cas concrets d'usage de Kafka. On a un premier cas concret, c'est vos applications qui vont produire des données sur Kafka. Ils vont donc utiliser la Produce API, donc ça va être des producteurs. Il va y avoir vos applications qui vont consommer depuis Kafka, qui vont être des consumers et qui vont utiliser la Consumer API. Ensuite, vous allez avoir des apps de stream qui vont lire sur Kafka et écrire sur Kafka. Ils vont utiliser des Stream API, ça peut être Kafka Stream ou Spark Streaming. Et il y a les derniers qui vont être du coup les interactions avec des systèmes de données tierces. Ça peut être typiquement une base de données, votre CRM Salesforce, ça peut être votre cluster Hadoop, ça peut être aussi S3, etc., Elasticsearch. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vous l'imaginez, c'est évidemment la partie connecteur, parce que c'est sur ça que travaille Kafka Connect. En fait, si on devait résumer Kafka Connect, c'est un framework qui permet du coup de streamer très facilement des données en entrée de Kafka ou en sortie de Kafka. Il existe énormément de connecteurs sur le marché en open source. Il y en a un peu plus d'une centaine. Là, j'ai mis juste les principaux. À noter ceux que je trouve assez intéressants. Il y a un pour Cassandra, un pour Hadoop, S3. Il y a pour vos MySQL, vos PG, BigQuery, Elasticsearch, qui est vraiment sympa aussi. Si vous ne trouvez pas votre connecteur ou si vous avez besoin d'usage un peu custom, vous pouvez toujours créer votre propre connecteur. Du coup, la documentation est super bien faite. Il faut juste la suivre et écrire du coup. Hop. Les concepts clés de Kafka Connect, j'aimerais que vous en reteniez, on va dire 3. Du coup, le premier, c'est que les connecteurs, le principe, c'est que les connecteurs sont vraiment packagés. Ça veut dire que ça va être en fait des systèmes de points jar qui vont être directement du coup installés sur Kafka Connect.
Toutes les exécutions des conteneurs vont se passer uniquement par configuration et le lancement et l'exécution vont se faire par une API REST. Donc, c'est-à-dire Kafka Connect embarque une API REST qui permet de démarrer un connecteur, l'arrêter, le suspendre, etc. Kafka Connect est naturellement distribué, c'est-à-dire qu'il vient sous la forme d'un cluster. Chaque instance dans le cluster Kafka Connect est appelée un worker. L'idée derrière ça, c'est que ça permet de scaler vos pipelines et surtout, ça permet le fait qu'ils soient résilients. C'est-à-dire, si tout d'un coup, vous avez une machine qui tombe, et ben, naturellement, Kafka Connect va rebalancer en fait, tous vos connecteurs qui sont en train de tourner sur les workers existants. Au niveau architecture, ça ressemblerait un peu à ça si on schématise. On a les systèmes de données sources et les systèmes de données sync. On a Kafka Connect qui est sous la forme de cluster avec les instances des clusters qui sont du coup ce qu'on appelle les workers, qui se partagent les tâches. Si on ajoutait du coup une nouvelle machine ici, du coup, il rebalancerait automatiquement les tâches. Pareil, si on perd une machine, du coup, automatiquement, ça redistribue. Et c'est du coup Kafka Connect qui va interagir avec le cluster Kafka. À noter qu'il existe une interface graphique qui est open source, qui est développée par Hadoop. Ça permet de faire des tâches de monitoring assez classiques et faire aussi toutes les tâches d'administration, lancer, exécution des connecteurs, arrêt, stop, etc. Chez iAdvise, on utilise Kafka Connect en fait, au quotidien dans la production, mais uniquement le connecteur S3. On l'utilise pour des usages du type faire des backups de Kafka sur S3, et on l'utilise aussi pour des usages de type des gros volumes de données, donc des gros datasets qu'on va plutôt archiver sur S3 plutôt que stocker ça dans des bases de données plus classiques qui nous coûteraient plus cher. On a aussi 4 autres connecteurs qui sont à des phases plus ou moins avancées de POC. Mais voilà, en production, à retenir pour l'instant, c'est que chez nous, on n'utilise que S3. Donc, on va passer un peu à la partie un peu plus pratique, qui va permettre de voir un peu concrètement comment on peut l'utiliser et à quoi ça peut servir. On va créer ensemble du coup un data pipeline. J'ai voulu en fait, par ces usages-là, pouvoir montrer l'exécution d'un conteneur qui serait source, qui va être Debezium. Debezium, c'est un connecteur qui permet de streamer des changements d'une base de données automatiquement sur Kafka, et un connecteur sync qui sera le S3 connecteur, qui permettra de récupérer les données qui sont sur Kafka et les archiver sur S3. Le use case global que j'ai choisi, c'est un use case assez simple. C'est un use case GDPR. Je me suis dit que ça parlerait à tout le monde. On a donc un microservice GDPR qui va streamer des données de consentement, c'est-à-dire savoir si un visiteur a consenti ou pas consenti. Et voilà. On va tous archiver là-dessus. Et s'il en reste du temps, en bonus, on ira jusqu'au bout du pipeline et on essaiera de pouvoir faire un petit peu d'analytics en temps réel. Avant de commencer, on a besoin de pas mal de choses. On a besoin d'un cluster Kafka, si vous voulez reproduire, un Zookeeper, parce que du coup, Kafka a besoin de Zookeeper pour fonctionner, d'un cluster Kafka Connect, sur lequel sera installé le connecteur Debezium, le connecteur S3, et enfin une base de données MySQL. Alors ça peut paraître beaucoup. Si vous voulez reproduire chez vous, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai mis 2 minutes à tout setuper. En fait, Confluent, qui est la société derrière Kafka, propose déjà en fait, une plateforme open source. Il suffit simplement d'aller sur leur site, télécharger. Et après, il suffit de faire un Confluent Start et ça lance en fait tous les services où il y a un petit astérix comme ça à la fin. Donc moi, en fait, j'ai fait un Confluent Start et après, j'ai juste lancé un conteneur où il y avait une base de données MySQL. Ça m'a pris 2 minutes. La première étape va être de produire des données GDPR. Donc j'ai créé un petit service en Scala qui génère des fausses données GDPR. On va juste générer des événements qui correspondent du coup à ce que j'ai dit, un visiteur qui consent ou qui refuse le consentement et potentiellement qui peut aussi accepter après avoir refusé un consentement s'il change d'avis. Donc voilà, on a fait du coup la première étape de notre pipeline. La deuxième étape, c'est là où on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. On va utiliser notre premier connecteur S3. Notre premier connecteur Kafka Connect, donc qui va être Debezium. On va faire ce qu'on appelle une change data capture. Comme son nom l'indique, en fait, on va capturer tous les changements d'une base de données et les streamer en temps réel du coup sur le Kafka. Le schéma de base de données il est très simple. J'ai une database qui s'appelle Inventory, j'ai quelques tables. La table qui va nous intéresser, c'est la table website. Le schéma est très simple, il y a un ID, un name, une URL, et j'ai déjà inséré du coup 2 fausses lignes qui correspondent à un site Google et Facebook. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est que les connecteurs du coup sont déjà packagés et l'exécution de ces connecteurs se fait uniquement par configuration et par call sur l'API REST. Du coup, ça c'est typiquement une configuration d'un connecteur. Là, on voit que du coup, on va utiliser le connecteur Debezium. Donc, on voit Debezium, on va utiliser l'instance pour MySQL parce que Debezium marche aussi pour Postgre. Taskmax, c'est le maximum qu'on veut paralléliser
sur mon cas, en fait, j'ai lancé juste une instance dans mon cluster. Donc, en fait, il n'y avait pas d'intérêt à aller plus qu'à un en parallèle. On donne toutes les informations relatives à la base de données. Donc, le hostname, le user, le password, etc. Et à la toute fin, on va indiquer où on veut, du coup, pousser les données, où se trouve, en fait, notre Kafka. Donc là, il est en localhost. Pour lancer le conteneur, c'est très simple. On a juste besoin de faire un post sur la route containers avec du coup en paramètre la configuration qu'on vient de montrer. Si tout se passe bien, on va recevoir un 200. Bon là c'est 201 pour dire que le connecteur s'est bien lancé. Du coup, si on liste nos topics dans Kafka, on va pouvoir voir que Debezium a créé de nombreux topics pour en fait un pour chaque table de la base de données. Celui qui nous intéresse, du coup, c'est celui-ci, parce qu'on va retrouver nos données de website. Si je consomme les données qu'il y a dedans, on va retrouver deux messages. Le premier message est à gauche et le deuxième est à droite. J'ai passé le place pour mettre les deux bien l'un en dessous de l'autre. On va retrouver, du coup, ce qui nous intéresse, c'est nos données. Donc, on va bien retrouver ici les données qui correspondent à notre website Google. On va retrouver aussi des métadonnées, où on va retrouver par exemple les informations sur quelle est la DB, quel est le website. On va retrouver les mêmes choses du coup pour Facebook, où on va retrouver du coup le nom, le stream, l'URL, pardon, et les informations aussi métadonnées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ajoute des nouvelles lignes dans notre table? Donc, j'ai choisi de faire ajouter le site Twitter Advise et un site foo. Et j'ai décidé aussi à toute fin de faire un update pour changer l'URL foo.com par bar.com. Si on regarde à l'intérieur de notre topic Kafka, on va du coup recevoir 4 nouveaux messages. Les 3 premiers du coup sont classiques, c'est en fait ceux qui correspondent aux inserts. Donc on va bien retrouver Twitter, Advise, foo. Par contre, le dernier est un peu particulier. Si on zoome dessus, en fait, on va voir que maintenant, on a une valeur à before et une valeur à after. La valeur dans before, en fait, correspond à la donnée avant l'update, et dans after, du coup, la donnée après l'update. Donc, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit bien, du coup, l'évolution, que l'URL avant était foo, et que maintenant, elle a été remplacée, modifiée par un bar.com. Et voilà, du coup, on a terminé la première étape. Donc, maintenant, on est capable de streamer en temps réel toutes les modifications qui sont sur la base de données MySQL dans Kafka. Ça a l'air peut-être de rien, mais c'est vraiment quelque chose de très très puissant, parce que ça permettrait en fait maintenant que n'importe qui se branche derrière Apache Kafka en fait est capable de recréer ISO la table qu'il y avait dans MySQL et potentiellement pouvoir cacher et recréer des sous-tables. L'étape d'après, maintenant qu'on a des données dans Kafka, ça va être de vouloir les archiver dans S3. On va utiliser pour ça le connecteur S3. J'ai décidé d'archiver deux topics. Le topic qui contient les données de consentement et le topic qui contient les données de website. Ça va être le même principe. On va à nouveau avoir un fichier de configuration pour exécuter le connecteur S3. Il est un peu plus verbeux, mais ça reste très simple. J'ai surligné du coup les choses les plus importantes. On trouve bien le connecteur, c'est celui S3 connecteur. Taskmax, je vais rester à 1. On va indiquer le nom du bucket, la région. On va indiquer quel topic on va consommer. Le flush size, c'est pour dire tous les combien de messages on va vouloir flusher un fichier sur S3. Typiquement, là, avec les 10 000, ça veut dire que tous les 10 000 messages consommés sur le topic, on va écrire un fichier sur S3. On peut choisir de partitionner ces données sur S3. Moi, j'ai choisi de partitionner basé sur un timestamp. Et en fait, le pass format, du coup, c'est en lien avec le système de partitionnement. Donc, en fait, je vais partitionner selon le format année, mois, jour. On va voir ça juste après. Pour lancer, du coup, c'est super simple. On a juste besoin de faire un call post sur la route connecteur avec la config comme tout à l'heure. On a bien une 200 pour dire que ça fonctionne. Du coup, si on va sur notre UI, on voit bien que notre connecteur est running. Touc. On va faire la même chose pour les websites. Je ne m'attarde pas plus dessus parce que c'est exactement la même chose. J'ai juste changé le nom du topic. On le lance. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être ouvrir Amazon S3. Si on ouvre bien le bucket dans lequel on a poussé les données, on va voir en fait qu'il y a deux folders qui ont été créés. Un qui va contenir les données de website et un qui va contenir les données du GDPR. Si on regarde un peu plus en détail à l'intérieur des données liées au consentement, on va voir du coup deux choses qui sont super intéressantes. C'est que tout en haut, on peut voir en fait que du coup, il a bien partitionné sur le format année, mois, jour. Et également que du coup, on a bien dumpé en fait un fichier. Il a voulu dumper tous les 10 000 messages. Si on ouvre un de ces fichiers-là, aléatoirement, on va avoir le contenu. Donc là, c'est un format assez brut. C'est un ligne égale un événement. J'ai sérialisé en JSON. On peut sérialiser autrement, mais là, du coup, j'ai choisi la facilité. Hop. Du coup, maintenant, on en est là. Il reste 5 minutes, donc on va pouvoir faire une petite partie bonus. Parce que du coup, je me suis dit que, quitte à créer un pipeline, ça serait cool d'aller jusqu'au bout. Donc on a récupéré des données qui sont extraites d'un microservice en temps réel, des données de consentement. On extrait des données qui sont plutôt des métadonnées, du coup, liées à des websites qui seraient potentiellement des clients qui ont activé nos services.
Et on va être capable, du coup, une fois qu'elles sont archivées dans S3, de pouvoir les croiser et faire de l'analytics. Pour ça, je vais utiliser Amazon Athena. Amazon Athena, en fait, ça permet de faire des requêtes SQL sur des données qui sont structurées ou non structurées qui sont stockées sur S3. Ça peut être typiquement du CSV, du JSON, mais aussi des données en Parquet ou en ERC. Au niveau du pricing, on paye uniquement à la requête qu'on va faire. Donc on paye 5 $ pour 1 TB de données scalées. Et ça vient avec un JDBC, donc ce qui est super cool parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire des requêtes directement dans vos programmes, soit Python, Java, etc. Ou même du coup pouvoir plugger des systèmes de reporting comme Tableau Software, comme nous on a pu faire chez nous, chez Advisor. Pour faire ça, on va juste créer la table sur Athena. Là, je crée une table du coup pour les données du website. Je lui indique le schéma de mes données qui sont stockées sous un format JSON. Je lui indique où elles sont situées, pardon. Donc là, j'indique le lien vers mon bucket S3. Je vais faire la même chose pour les données du JDPR. Je modifie juste l'endroit où elles sont, le schéma, sinon elles sont toujours en JSON. Une fois que j'ai fait ça, je vais tester. Je fais une petite requête vite fait sur la table des websites et je peux voir que du coup, les données qu'on avait tout à l'heure dans Kafka sont bien remontées. Et donc là, on retrouve bien les informations sur Google, Facebook, Twitter, Advise, etc. On peut commencer à faire des données un peu plus poussées parce que ça supporte en fait toutes les expressions plutôt SQL, excusez-moi. On va pouvoir commencer à faire des requêtes sur les données également du consentement, calculer, bon, c'est une agrégation assez simple. On va agréger le nombre d'événements qui correspond à une acceptation de consentement ou à un refus, ou le nombre de fois qu'on a posé la question à des visiteurs. On est capable du coup de faire des trucs un peu plus sympas, comme essayer de compter le nombre de personnes qui ont accepté un consentement après l'avoir refusé, donc on va échanger d'avis. Et un peu dernière étape, on va surtout être capable de pouvoir croiser des datasets sur S3. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment cool, puisqu'on va être capable de croiser nos données qui sont extraites du website et les données qui sont extraites du consentement. Et donc on est capable de savoir que pour le site Google, on a en tout 3229 events. Bon, c'est des données qui sont générées aléatoirement, donc c'est peut-être pas très pertinent. Mais derrière, ce que ça veut dire, c'est que sur des datasets qu'on va avoir stockés et archivés sur S3, on va être capable de faire de l'analytics et de brancher par exemple un Tableau Software et faire du reporting là-dessus. Nous, on s'en sert surtout par exemple pour des très gros datasets qui peuvent faire par exemple plusieurs téraoctets, qu'on est capable de partitionner en jours. Et d'ailleurs, on est capable de faire l'analytics sur uniquement des petits subsets du coup, de données ou faire des agrégations à la volée comme ça. Et voilà, on a terminé le pipeline. Donc, ça va être tout pour moi. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire la documentation de Kafka Connect. Elle est vraiment super bien faite. Sinon, si vous voulez, vous pouvez suivre un cours sur Udemy qui est fait par Stéphane Marek, qui est super bien. Est assez précis. Si vous voulez aller aussi plus loin, vous pouvez suivre la Confluent. Du coup, elle a mis à disposition une démo qui utilise en particulier le connecteur Elasticsearch. Donc si le connecteur Elasticsearch vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la démo. Elle est vraiment super bien faite. Et voilà, du coup, si ça vous intéresse de faire du Kafka Connect ou du Kafka avec moi, surtout n'hésitez pas à venir me voir. On recrute, ça fera plaisir de vous accueillir. Voilà, il reste quelques minutes peut-être pour une question.